Mesdames, Messieurs, bonsoir. Plaisir immense de vous recevoir encore une fois dans votre émission Les Interviews, votre rendez-vous hebdomadaire. Mon invité de ce soir est reconnaissable parmi 1000. Le cheveu gominé à la manière d'un mafieux italien ou cubain, la voix très haut perchée, c'est un entrepreneur du divertissement majeur de notre pays. Après avoir parcouru l'Europe du nord au sud, de Stoumont à Marseille, il décide de revenir au Congo il y a un tout petit peu moins d'une dizaine d'années, mettre en application toute l'expérience accumulée ailleurs. C'est un plaisir particulier pour moi de le recevoir ce soir. Je sais, je sors de ma réserve, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je m'en vais le rejoindre. Albert Mavungu. Bonjour. Bonsoir. Ah. Je sais pas ce que j'ai avec le jour, mais je suis un homme du jour, hein, comme toi tu es un homme de la nuit. C'est la raison pour laquelle. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous redis bonsoir parce que je vous ai dit bonsoir tout à l'heure. Vous vous rendez bien compte que le tutoiement est direct parce que on va pas faire semblant. Hein. Il manquerait plus que ça. Je pense que je suis la personne qui passe devant une caméra et qui connaît le mieux Albert au monde. Non ? Effectivement, c'est le cas. Non, mais c'est vrai. C'est vrai en plus. Albert, tu as écouté mon portrait. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais dû ajouter, enlever, des aspects de ta personnalité que j'aurais pas souligné assez? Je pense honnêtement que dans l'ensemble, tout a été dit. Comme tu as dit très justement, tu es donc dans le monde audiovisuel la personne qui me connaît le mieux. Donc c'était juste un peu difficile pour toi de taper à côté. Alors Albert, tu es né où et quand? Beaucoup de gens vont être surpris. Parce que souvent on me dit « Ah, Bino Banapoto, non, je suis né à Kinshasa. » À Bandal exactement. Le fils de mon père, Albert Mavungu Mapezo, et de ma tendre et chère maman, Maman Monique Simba Mavungu. Maman Monique. Love you. Alors, tu es né à Kinshasa une certaine année, on ne dira pas laquelle, ça se fait pas. Hein on est jeune, ça tout le monde le sait. Et tu as grandi où exactement? Tu pars de Kinshasa assez jeune quand même. Tout à fait, je quitte le Zaïre jadis à l'âge de 5 ans et je me retrouve à l'internat en Belgique. Précisément à Stoumont. J'insiste, hein, à Stoumont. Tu connais Stoumont là-bas, dans les Ardennes. Alors, Stoumont, tu fais un certain nombre d'années là-bas? Oui, je fais, si je ne m'abuse, 8 ans à Stoumont. Puis ensuite, c'est la France. Et tout se passe. La Belgique, c'est l'internat. Qu'est-ce qui te reste de l'internat? Tous ceux qui l'ont fait, ici ou ailleurs, ont en tête cette vie communautaire, le fait... Mais qu'est-ce qui te reste, toi? Déjà, c'est important cette vie en collectivité. Pour la bonne et simple raison que lorsqu'on arrive là-bas, on est complètement déraciné, dans la mesure où on n'a plus cette ceinture familiale avec nous et on se recrée une nouvelle famille. L'avantage qu'il y a eu là-bas, c'est que les copains avec qui tu étais ici aux Oisillons, par exemple, tu les retrouves là-bas parce que tout le monde envoyait ses enfants là-bas à cette époque-là. En revanche, l'internat a du bon parce que elle donne réellement une direction. Elle donne une éducation. Elle nous projette dans un sens et elle nous apporte une rigueur. Surtout que bon, là-bas, c'était chez les curés. Et crois-moi qu'avec l'abbé Wouters et Mamelo, comme on l'appelait, tout le monde filait droit. Quel enfant tu étais? Souvent, on a l'impression que les gens qui deviennent adultes très extérieurs, très sociables, très alertes à ce niveau-là, sont parfois des enfants qui étaient un peu timorés, etc. Toi, tu étais quoi? C'était quoi, Albert, enfant? Ouais, timoré, c'était juste pas possible. Honnêtement, j'étais un enfant turbulent. Ça veut dire que tous les jours, il fallait que je fasse au minimum ma bêtise, mais idéalement mes bêtises. Mais avec, en revanche, avec un bon sens, ce sens-là de la justice, bizarrement, on comprendra un peu plus tard pourquoi. Et
j'étais pas facile. Alors 8 ans d'internat, tu quittes la Belgique, tu vas en France. Ouais. D'abord Paris. Paris, ouais, une dizaine d'années à Paris. Ça se passe bien. Bon, Paris, c'est plus l'internat. On retrouve une cellule familiale, donc ça c'est bien. Et ensuite, je retrouve cette vie de collectivité parce que bon, je fais sport-études, donc naturellement, tu es déjà habitué à l'internat, au dortoir, etc. Sport-études. Études, mais quel sport? À ton avis? Le cricket? Attends, non, c'est pas. Non, le cricket en France, non, pas trop, non. Le water polo? Non plus. La danse classique. La danse classique. Ou le modern jazz, non? Plus facilement le modern jazz, mais en sport-études, non. Bon, je donne ma langue au chat, même si je fais complètement semblant. Non, sport-études, boxe. Ouais. Albert Mavungu a été boxeur. Je comprends pas. On a parlé de sport et tu étais bon? Tu étais bon boxeur? Champion de France, champion d'Europe, donc oui, ça va. Une belle petite carrière quand même. Ok, donc oui. Donc je vais pas t'embêter trop. Hein. Je vais dire que des choses gentilles. Même si j'avais quelques vacheries, je vais les avaler quand même parce que on sait jamais, ça pourrait mal se terminer pour moi. On a parlé, toujours. Oui, toujours. Quand les caméras seront éteintes. On a parlé de sport, on a parlé d'études. Tu fais un cursus dans le droit. Tu aimes le droit? Tout à fait. Et fibre familiale. Fibre familiale, comme tu dis. Ton papa qui a été un des grands dirigeants durant la Deuxième République du MPR. Absolument. Qui avait cette formation-là déjà. Et donc, c'est par là que j'ai ouï dire, par les études, que petit à petit, tu prends goût à l'organisation de fêtes, à l'organisation de soirées, etc. Ouais, tout à fait. En fait, il s'est avéré qu'à un moment donné, donc j'ai été président du BDE, donc le bureau des étudiants, et c'est nous qui étions en charge d'organiser les sorties, les festivités, les fameuses soirées étudiantes qu'on a tous connues à la fac. Et c'est comme ça, en fait, que ça me met le pied à l'étrier, parce que tu négocies avec tous les patrons de discothèques, avec les brasseurs, etc. Parce que bon, les soirées étudiantes, c'était toujours 3 à 4 000 personnes. Et c'est comme ça que je suis piqué par ce virus de la night et par cette envie, parce que la notion de service était déjà en moi, mais cette envie de rendre les gens heureux, de voir les gens festoyer, sourire, ça s'est enchaîné, l'alchimie étant de mise, et ben naturellement à la fin de mon cursus, je suis tout en pratiquant, je suis parti. Là, on est en plein milieu. On est juste au milieu je pense, de ta vie même, parce que on est au moment où tu es au milieu par rapport à aujourd'hui, et on est au milieu de l'émission. Donc, le milieu de l'émission correspond à les éditos. Donc, on retrouve les éditos et on se retrouve juste après pour la suite, Albert. Il y a dans le chef de nos dirigeants une manie extraordinaire. Être escorté par des dizaines de personnes, tradition certainement héritée de nos ancêtres, mais qui se heurte de plus en plus à la modernité. Un ministre, un gouverneur, un haut fonctionnaire, tous ces gens se retrouvent souvent escortés par 5 ou 6 véhicules sur la voie publique, des pick-up, des policiers armés jusqu'aux dents, que sais-je encore. Mais les gars, enfin, Kinshasa, ça doit être la ville au monde où il y a le moins d'attentats au mètre carré. Et puis, les multiples conseillers, parsec, neveux, moi la tata moi si, etc., etc., etc. Tout cet entourage d'une lourdeur phénoménale. Non, franchement, toutes ces tracasseries de la circulation qu'occasionnent tous ces cortèges longs et inutiles m'énervent au plus haut point. D'où ma question. Est-ce que se croire plus important que ce que l'on est vraiment, c'est aussi une tradition ancestrale ?
Bonsoir, je suis Junior Visfessé, directeur produit Samsung RDC. Merci de me recevoir chez vous. Je vais de ce pas vous inviter à me rejoindre dans cet univers d'innovation qui est l'univers Samsung. Ensemble, nous allons découvrir une application merveilleuse de celui qu'on appelle aujourd'hui le meilleur ami de l'homme. J'ai cité le Note 5. Ensemble, nous allons découvrir la capture d'écran, la nouvelle capture d'écran du Note 5. On y va? Je sors mon nouveau Air Command. Je vais dans mes dossiers. Ça nous arrive à tous de vouloir vivre ou travailler sans contrainte. J'ai un dossier. Je ne suis pas dans mon bureau. J'ai mon Note 5. Qu'est-ce que je fais? Un exemple. J'ai avec moi plusieurs factures que je dois signer et puis envoyer au bureau. Mais je ne sais pas envoyer le tout en même temps. Je vais dans ma nouvelle capture. Je capture mon écran et j'ai la possibilité de défiler. Comme ceci. Et je fais plusieurs captures en même temps. Et mieux encore, chers amis, je peux directement avoir toutes mes factures en un seul document et apposer ma signature. Et voilà, je peux envoyer le tout par email. Merci Samsung Galaxy Note 5. On se revoit à la prochaine émission. Alors, on a écouté les éditos, je te ferai pas réagir parce que c'est ma petite popote personnelle. Parfois je dis des choses tellement limites que vaut mieux pas rentrer là-dedans. Bon alors Albert, le BDE, les organisations de soirées, etc. Tu commences petit à petit à aimer organiser des événements l'après-midi, le soir pour tes amis, etc. Dans le cadre de tes études. Tu fais connaissance avec la musique, la danse, la salsa à ce moment-là ou ça vient un peu plus tard? Ça vient un peu plus tard. Un peu plus tard? La danse, oui, déjà, parce que très jeune, déjà j'aimais la danse, donc je faisais partie d'une troupe de danse. À cette époque-là, on démarre par du modern jazz. J'ai une base de classique, de danse classique aussi, mais ça c'est juste parce que... Avec le tutu et tout? Oui. Mais c'est juste parce qu'il y avait une fille, j'étais fou amoureux d'une fille qui faisait de la danse classique. Et le meilleur moyen de m'approcher réellement d'elle, c'était d'aller m'inscrire dans ce club de danse. Et ça marchait? Et ça marchait. Ça marchait. Donc j'en ai fait pendant 6 ans, je crois, de la danse classique. Donc, en dedans, en dehors, nous connaissons. Ceux qui ont été potolino là-bas. Ah, c'est la bête à la poteau. Non, ça marche. Je t'embête. Et donc c'est par là, c'est à cause du crush que tu ressens pour une fille que tu fais connaissance avec la danse et tu deviens, je sais pas si c'est vite, mais petit à petit tu deviens un prof de danse assez renommé là où tu habites à l'époque, c'est-à-dire Marseille. Oui, bon, quelques années plus tard. Quelques années plus tard. Ça veut dire que j'ai toujours aimé toucher à beaucoup de choses. En revanche, avec une devise qui est mienne, qui consiste à me dire tout ce que tu fais dans la vie, il faut exceller, il faut bien le faire. Donc je me donne toujours à 100%. Et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs un adage qui dit même si tu fais le mal, fais le bien. Mais il vaut mieux faire le bien. Parce qu'on est bien. Et donc, c'est par la danse, c'est par la salsa que véritablement tu crées des endroits, tu commences à les gérer? Non, la salsa est arrivée vraiment après. À ce moment-là, je quitte un peu tout ce qui est hip-hop, afro-jazz, et je vais dans le zouk. Donc les Caraïbes m'ouvrent déjà leurs portes. Et zouk. Et un beau jour, lors d'un séjour à Paris, je découvre la salsa. Je trouve ça magnifique, ce mélange un peu de rock, de salsa, de plusieurs influences. Et ça m'interpelle. Je reviens à Marseille la semaine d'après, je dis non, cette danse-là, je vais l'apprendre. Et ça part de là et je commence à prendre des cours. Une fois de plus, donc je suis à fond dedans, je vais à Cuba, en vacances pour 15 jours, je reste 1 mois et demi. Donc je suis vraiment piqué au plus profond de moi par cette danse. Le message, à l'époque, je le connaissais pas, je m'en rends compte beaucoup plus tard. Ça veut dire que cette passion donc pour la salsa
C'est salsa qui en français veut dire sauce. Donc pour qu'une sauce soit réussie, il faut plusieurs ingrédients, tout simplement. Et mais en fait, c'était un appel vers ici, parce que dans les origines de la salsa, le Congo est positionné quand même en numéro 2. Donc la rumba, etc. Donc en fait, c'était un appel, mais je ne me rendais pas compte encore à ce moment-là. Quel rapport tu as avec le Congo à ce moment-là? Tu vis en Europe depuis assez longtemps. Est-ce que dans ta tête, il y a l'idée du retour? Il y a l'idée que tu reviendras un jour chez toi? Même pas en rêve. Même pas en rêve. À plusieurs reprises, ma mère me booste, mais reviens, etc. Et je lui réponds naturellement, mais maman, je n'ai pas grandi là-bas. Ici, je ne fréquente pas de Congolais. J'ai aucun repère. Je vois pas le pourquoi du comment. Voilà. Là, moi, je suis à Marseille, j'ai tout se passe bien. Non. Et ben, elle avait raison. Elle avait raison parce que quelques années plus tard... 15 ans plus tard. Hein, 15 ans plus tard, oui, mais quelques années plus tard, tu prends ton avion et tu reviens. Les premiers endroits, les premiers concepts que tu crées, c'est à Marseille. Tout à fait. Marseille... Évidemment, quand on pense à Marseille, je l'ai dit en préambule lors de mon portrait, tu es coiffé un peu comme certains mafieux qu'on y trouve, qui peuvent être cubains, italiens ou autres. On pense déjà à cet aspect-là un peu sombre, enfin sombre, pas sombre, mais légendairement ville un peu contrastée, métissée, mais aussi avec pas mal de testostérone quand même. Exactement. Vous savez, la cité phocéenne, Marseille, c'est une ville riche. Marseille qui, à la base, c'est Massalia. C'était grec à la base. Mais cette mentalité qu'il y a à Marseille, l'avantage, c'est quoi? C'est que pour quelqu'un comme moi, pour un Africain, Marseille, il fait chaud. Donc tu as la mer et la montagne. Et cette mentalité méditerranéenne qui est proche de la nôtre, parce que bon, tu as l'Italie, en face tu as l'Algérie, et donc c'est une ville hyper cosmo. Il y a toutes les cultures qui sont mélangées et quelque part la tienne de culture, avec le temps, d'une manière ou d'une autre, elle se manifeste. Et c'est peut-être la ville en France où il y a le plus de mixité, absolument, de brassage, tout à fait. Et la testostérone, le côté un peu ville rough, tough. Ouais. Et il y a le foot évidemment, l'Olympique de Marseille. Tu aimes beaucoup le foot quand même, hein? À 200%. Ça a commencé avant ou c'est à Marseille que ça a commencé ça? Non. Le foot, ça a commencé avant. D'ailleurs, pour l'anecdote, au moment de rentrer en sport-études, donc je suis boxeur et je joue au foot aussi. Donc c'était où je faisais sport-études foot, ou je faisais boxe. Bon. Tu as choisi la boxe? J'ai choisi la boxe, mais le foot fait partie de ma vie, donc je suis incollable. Incollable en matière de foot. Pose la question que tu veux. Non. Je te risque pas. Je testerai pas, je te crois sur parole. Les premiers concepts que tu crées sont là-bas. Tout à fait. C'est quoi le style? Parce qu'on va revenir à ceux que tu as créés ici, évidemment. Mais pour comprendre le cheminement, tu as commencé par quoi là-bas? Non, les premiers concepts sont faciles à mettre en place. Hein. C'est soirée étudiante. Et après, avec le temps, tu commences maintenant à mettre des accessoires sur tes soirées. Une soirée moumousse, soirée chewing-gum. Il y a tout type de soirées qui peuvent se mettre en place parce que tous les délires sont les bienvenus. Le seul avantage que j'avais, c'est important, c'est que je ne suis jamais passé dans les travers de la nuit qui sont l'alcool, la drogue. Ça, c'est très très important lorsqu'on veut durer, en tout cas dans un secteur. Il faut savoir qu'il y a des zones d'ombre qu'il ne faut pas approcher ou ne serait-ce que tutoyer. Ouais. Alors, quand est-ce qu'arrive le déclic où tu te dis, je prends mon avion, je traverse la Méditerranée, je traverse l'Afrique
je traverse le désert du Sahara, je traverse le Cameroun, la Centrafrique, etc. Et je rentre chez moi à Kinshasa pour y travailler. Y entreprendre. Oui. Plus exactement. C'est très simple. C'est une opportunité qui se présente. Bon, ok, allons-y, allons voir. Et en arrivant, on se rend compte que, waouh, c'est difficile. Perdu, complètement déboussolé. Et là, maintenant, il y a une phase. Si on arrive à passer ce cap, c'est bon. Si on ne le passe pas, c'est fini. Ce cap-là est de pouvoir mettre de côté tout ce qu'on a appris et ne pas être dans un élément comparatif. Ah, la peau de Zaraboué, non. C'est être en immersion. Alors. Et j'ai pas fini. Oui, pardon. Non, je plaisantais. Tu veux continuer ou... Non, je plaisantais. Non, mais je voulais faire une transition parfaite. Parce que, Albert, on est à un endroit quand même particulier ici. Ouais. Ça a changé. Bon, d'abord, je voudrais remercier l'endroit qui nous accueille. On va dire son nom, mais on va garder un petit suspense. On est dans cet endroit qui est désormais mythique quand même, on peut le dire. Tout à fait, le black and white. On est à l'endroit même du black and white, qui est le premier concept réel que tu as lancé après ton arrivée à Kin, et qui, dans la tête de beaucoup de Kinois, de Gombe, en passant par Bon Marché, Kitambo, Ma Campagne, Ipen, est devenu presque mythique parce que on a tous des souvenirs particuliers de cet endroit. Ça dure combien de temps le black and white? Le black and white dure 5 ans. Avant de continuer à parler du black and white, il faut signaler que ce magnifique écrin que vous avez autour de vous, qui nous accueille pour la première fois, c'est le Tapas Fusion. Donc merci beaucoup aux gens du Tapas Fusion de nous avoir accueillis avec autant de gentillesse. Ils se reconnaîtront, je ne vais pas citer leur nom, ils se reconnaîtront. Le Tapas Fusion, qui est un endroit délicieux où on sert des choses magnifiques, on grignote, on mange, tout à fait, on boit. Très bonne cuisine espagnole. Quel souvenir, quel moment tu gardes du black and white, qui est, je le répète, ta première aventure réelle quinoise? Que de bons souvenirs, parce que c'est le premier espace qui m'a permis donc de donner du plaisir aux gens et de répondre en fait favorablement à l'attente des gens. J'ai juste répondu à un besoin latent, tout simplement. Mais il y a tellement à dire, il y a tellement de bons moments et ça transpire encore que je ne peux pas en sélectionner 2 ou 3. C'était juste magique. Tu étais la personne qui est arrivée pour réunir, parce que avant toi, il faut le dire, il faut regarder les choses en face, le divertissement, le monde du divertissement le soir, à Kin était très ghettoisé. Il y avait les gens qui étaient les Kinois historiques qui allaient à des endroits particuliers ou à un endroit particulier. Il y avait les expats qui allaient à d'autres endroits. Il y avait les mélangés, ceux qui revenaient après avoir passé des moments à l'extérieur, qui allaient à d'autres endroits. Et toi, ce que tu as fait, c'est que dans l'impulsion que tu as donnée, c'est que tu as pu réunir tout le monde dans une même ambiance, finalement. Tout à fait, mais ce qui n'existait pas. Absolument, mais c'était pas quelque chose de difficile pour moi. Je trouvais déjà pas normal que j'avais déjà remarqué ce côté clanique qu'il y avait. Eux, ils sont là-bas, les autres à droite. Il fallait juste mettre en place des concepts. Ça devient super facile dans la mesure où moi, ayant une double culture, donc c'est pas difficile pour moi de négocier avec un blanc, parce que j'ai grandi avec eux, et négocier avec un de mes frères congolais encore plus facile. Mais il fallait mettre en place des concepts qui allaient permettre à tout le monde de pouvoir se retrouver. Donc c'est l'ambiance d'ici et d'ailleurs. Et c'est tout ce mélange qui fait que des gens qui vont pas se côtoyer dans la rue, mais ils vont être dans le même espace et enjoy ensemble dans le même espace. Et c'est cette joie, cette volonté, cette envie qu'il fallait transmettre aux gens et faire en sorte à ce que les gens puissent échanger entre eux.
À partir de ce moment-là, combien de temps dure le black and white en fait? 5 ans. 5 ans de black and white. Et les 2 dernières années, ou la dernière année, je crois, tu gères et le black and white et un autre endroit mythique, mais celui-là encore plus loin dans le temps, qui était l'Atmosphère, la boîte de l'ancien hôtel Intercontinental. Oui, du Grand Hôtel, oui, tout à fait. C'était, voilà, je suis un homme de défi. Et c'était un défi, un challenge pour moi. Il fallait absolument que je puisse relever ce défi. Le black and white étant un espace qui allait jusqu'à 2 heures du matin. Et après, les gens vont dans les boîtes. Donc, j'ai voulu faire donc la continuité et relever, parce que c'est un endroit historique. L'Atmosphère reste quand même l'icône. Mais finalement, tu n'as quand même que 2 bras, 2 jambes. À un moment donné, c'était exactement. C'était devenu gérer les deux, c'était devenu vraiment difficile. Quel constat tu tires de ton expérience à Marseille et puis ici pour imaginer le concept du Quilouba? Ça vient comment? C'est très simple. C'est-à-dire que la première fois que je visite cet espace, c'est un terrain vague. Donc, ma tite n'est bandiliti nasuka. Mais en sachant que, et on me dit, bon, il y a un projet immobilier dessus, etc., mais c'est pas pour maintenant. Donc, il fallait réfléchir à un concept qu'en fait, je voulais faire juste à côté du black and white, dans la rue derrière. J'avais déjà pris un local et commencé les travaux d'ailleurs. Il fallait réfléchir à un concept qui soit une fois de plus novateur. Et j'ai pas eu besoin de réfléchir très loin. En allant une fois à Bandal, je me rends compte que Bandal, Victoire, etc., que les gens sont là et que les terrasses sont pleines, toujours. Et je me dis juste une chose, c'est pas normal qu'on soit en Afrique et tous les endroits que nous avons sont fermés, donc split, etc. Donc il fallait créer comme un Nganda VIP. Et le concept, l'idée est partie de là, donc d'où la paillote, le bois et tout ce côté naturel. Voilà, le projet a vu naissance et voilà le succès que nous connaissons. Le Quilou, c'est le Nganda VIP. Le Black and White, c'était l'endroit qui réunissait toutes les tendances claniques, comme tu as dit. L'Atmosphère, c'était la boîte historique depuis le début des années 80, je crois, ou même peut-être avant, qui a tout connu, etc. Sans déflorer un secret, est-ce que tu as les prochains concepts en tête déjà? Oui, ils sont déjà là. Ils sont déjà couchés sur papier. Mais j'aime non seulement prendre mon temps, mais surprendre. Et de manière agréable. Les gens, oui, le nouveau projet est déjà sur place et vous le verrez. Alors, c'est pas pour demain matin. Évidemment, je l'ai déjà dit, tu es un des symboles parmi d'autres, mais en tout cas dans ton domaine, tu es le symbole de la personne qui est partie et qui est revenue. On passe sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Est-ce que tu as un message, un conseil, un avis à donner à toute cette jeunesse qui essaye et qui pense à revenir en ayant passé énormément de temps à l'étranger? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Ça veut dire que il y a des analyses qui sont très simples, hein. J'en parle souvent. Aujourd'hui, 78% des Congolais qui sont à l'étranger veulent revenir. Dans ces 78%, il y a 42% de matière grise. Chaque année, d'année en année, je vois des jeunes qui viennent passer 1 mois, 2 mois et qui se projettent et qui reviennent. Tout ce qu'il faut faire, il ne faut pas se poser 36 000 questions. Il faut arrêter d'avancer avec le frein à main. D'accord. Et ce que je demande aux gens, c'est juste de desserrer le frein à main. On a un pays à fort potentiel. On a un pays qui, aujourd'hui, est l'un des pays les plus riches d'Afrique. Mais ce pays-là a juste besoin de ses enfants. Ce pays-là a juste besoin que toute cette expertise acquise à l'étranger soit mise au service du pays. Et à partir de ce moment, à partir du moment où les gens auront cette démarche-là, tout ira mieux. En sachant que l'avantage, c'est qu'il y a des gens comme nous qui sommes revenus et on est là
On ouvre les portes et on aide, on conseille, on guide les gens qui reviennent fraîchement. Il faut essayer de structurer encore plus ce réseau. Absolument. Mais ne surtout pas se dire j'arrive en terrain conquis. Non. On retranche les manches et il y a du travail. On y va. Ensemble, nous serons forts. C'est pas plus compliqué que ça. Albert, on arrive à la fin de cet entretien. Albert, tu es dans le générique de cette émission jusqu'à la fin. Toi et moi, on sait pourquoi. Je voudrais te remercier d'être venu ce soir, te remercier pour tant d'autres choses que j'aurais du mal à énumérer ici. Tant que ça? Ah oui, beaucoup. Je t'en prie. Merci beaucoup d'être venu et on se retrouve bientôt sur d'autres projets, non? Une fois de plus. Ça ne surprendra que les autres. Merci Albert, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Excellente soirée à tous. Bravo déjà pour l'initiative, parce qu'elle est juste waouh, magnifique. Ce face à face, ce n'est pas une nouveauté, mais la manière dont c'est abordé laisse moi-même pantois. C'est une bonne chose, il faut continuer dans ce sens et se dire que le meilleur est à venir. En tout cas, Albert Mavogou, je soutiens les interviews.